Deuxième partie de notre émission avec un focus sur deux pays, le Burkina Faso et Madagascar, dans quelques instants. Nos invités, il y a donc toujours Georges Guimbus avec nous, agent de joueur. Il est originaire du Cameroun et puis il a eu un peu de difficulté avec son avion, mais il a fait le voyage quand même de Madagascar jusqu'à notre studio, notre plateau. Solorina Rayari Jaona, responsable d'équipe de Madagascar, n'est-ce pas? Oui, bonjour. Bonjour. Il ressemble beaucoup au président de la CAF. Je me suis fait la même réflexion. Et puis, il y a Sami Bachtabi qui est avec nous, donc pour commenter l'actu avec nous, bien entendu. Jingle, tout de suite pour la question. Alors, comment voyez-vous la CAN 2019 au Cameroun? Vous connaissez déjà donc les sites pour intervenir, Facebook bien sûr, les réseaux sociaux, devrais-je dire, Africa24 TV ou Twitter avec le hashtag Africa24. Le dossier maintenant de l'EF. Alors, sans perdre de temps, éliminatoire de la CAN 2019 au Cameroun, nous allons aborder la 5e journée, focus d'abord sur le Burkina Faso et le match contre le Botswana. Retrouvons le résumé, un petit rappel. Un match abordé sous pression, mais qui s'est soldé par la victoire des poulains du sélectionneur portugais par un score de 3-0. Et on n'a pas très bien joué, mais même sans bien jouer le premier mi-temps, on a créé 3 ou 4 situations de but. On a corrigé au intervalle dans le vestiaire et deuxième mi-temps, les choses ont bien marché pour nous. Jonathan Pitroapa, ses coéquipiers Banou Diawara et Alain Traoré ont inscrit les buts de la rencontre, respectivement au cours des 6e, 55e et 67e minutes. Sur le terrain, le public sportif burkinabé renoue avec les joies du football. Pour le coach, les étalons ont eu le mérite de mettre en place un jeu collectif. Oui, bien sûr. Pitroapa, elle a fait un bon premier mi-temps, surtout premier mi-temps. Donc, Banou, comme je peux classer la prestation de Banou, c'est un joueur qui cherche la confiance, comme j'avais dit. Il n'est pas titulaire à son club. Banou a beaucoup travaillé, c'est ça qui compte. Banou a marqué, c'est ça qui compte pour l'attaquant. La prochaine journée pourrait constituer un tournant pour ces 3 équipes dans l'optique de la qualification. Alors, regardons le groupe I et je vais interroger Sami et Georges. Je vais vous demander d'être assez court quand même parce que nous sommes pris par le temps. Sami, qu'est-ce qui fait la crédibilité justement de Paolo Duarte qui quitte d'équipe en équipe, qui a beaucoup de crédit sur le continent africain? Qu'est-ce qui fait sa force? Il a l'expérience maintenant, il sait gérer le climat, je vais dire voilà, le climat, l'environnement des sélections africaines, ça on ne peut pas lui retirer. Sportivement, il n'a pas encore vaincu, il n'a pas encore gagné comme Renard, mais il a cette expérience qui sert quand même. Il mène quand même bien sa barque avec le Burkina qui a quand même un potentiel indéniable. Autour de Bertrand Traoré, il y a des nouveaux joueurs qui les ont rejoints comme Brian Dabo. Je pense que c'est une sélection qui a un coup à jouer, qui a frôlé le mondial de peu. Donc ils sont sur une bonne dynamique et je pense qu'un coach comme Duarte peut réussir à exploiter ce genre de potentiel. Alors, la Mauritanie nous surprend lorsqu'on voit le tableau, mon cher Georges, la Mauritanie qui est leader de ce groupe et qui va peut-être être au Cameroun. Mais comme je le disais tantôt aujourd'hui, moi je suis ça avec grand intérêt parce qu'on l'a vu même au niveau des compétitions européennes ou mondiales, les petites, entre guillemets, les petites équipes aujourd'hui parviennent à surprendre. On a vu l'Iran mettre à mal l'Espagne, c'est-à-dire les écarts. Avant, la différence faisait sur le plan physique et tactique. Parce que technique, on l'a ou on l'a pas, on peut la travailler, mais les équipes aujourd'hui, vu que les entraîneurs s'internationalisent, c'est les mêmes entraîneurs qu'on peut retrouver ici qui se retrouvent après dans les sélections africaines. Les moyens de communication sont disponibles aujourd'hui avec l'Internet et tout, donc les méthodes d'entraînement sont disponibles pour tout le monde. Donc les écarts se creusent les écarts se réduisent. Donc ça ne me surprend pas du tout de voir la Mauritanie en tête de son groupe. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont pris le temps de travailler. On peut juste attendre maintenant qu'ils restent dans cette stabilité et qu'ils perpétuent ses exploits sur le long terme. Merci Georges pour cet éclairage. Merci aussi à Sami. Madagascar s'est fait aussi une place doucement mais sûrement dans le foot continental. Reste maintenant à atteindre le niveau international. Pour l'heure, le travail paye. Le point avec la rédaction signée Victoria Sedji.
Inscrite pour la première fois en 1982 à la Coupe d'Afrique des Nations de football, l'équipe de Madagascar n'avait jamais pu dépasser la phase préliminaire de cette compétition. Ce n'est qu'à partir de l'année 2000 que cette sélection a commencé à faire des progrès. En mai 2015, lors de la COSAFA Cup en Afrique du Sud, les Barea s'étaient bien illustrés en battant le Lesotho et la Tanzanie et en enregistrant un nul avec le Swaziland. Les Malgaches avaient créé la sensation en battant le Ghana en quart de finale. Ils avaient fini à la 3e place grâce à une victoire sur le Botswana, performance qui les avait propulsés à la 113e place dans le classement FIFA. En 2018, c'est fort d'une sélection bien formée, composée des meilleurs joueurs locaux que l'équipe malgache a réussi à se qualifier pour sa première Coupe d'Afrique des Nations, celle prévue au Cameroun en 2019. Les Barea ont obtenu 4 points lors des 2 premières journées. Premier ex-aequo de la poule A avec le Sénégal, ils ont décroché leur qualification en battant la Guinée équatoriale le 16 octobre 2018. Alors, Solorina, comment expliquez-vous cette progression vertigineuse? Oui, comme d'habitude, dans le sport, dans le foot, le travail paye. Il y a quand même pas mal de travail qui a été fait au sein de la fédération, au sein de tout le monde, les joueurs, tout le monde s'est mobilisé. Et voilà le résultat actuel. Et M. Ahmad Ahmad aussi a dû frapper du poing sur la table, non? Oui et non, parce que ce qui a initié le travail pour cette qualification, c'est le président actuel. Comme vous savez très bien, c'est un président intérimaire. Lui, il a mandaté quelqu'un en fait pour être l'agent de match des Barea. Comme vous savez très bien, dans les autres fédérations, soit l'agent il est salarié, soit il est indépendant. Et ce deuxième figure-là qu'ils ont pris, c'est un indépendant qui a organisé les matchs amicaux. Comme vous savez très bien, pendant un an, on a fait 4 matchs amicaux, je crois. Oui, et on vous a découvert, on a vu que Madagascar possède de grands joueurs. Alors, la particularité aussi, vous allez puiser à La Réunion, pas loin de chez vous, pour prendre des joueurs qui sont d'origine malgache. Oui, c'est ça aussi qui a fait aussi la différence ces derniers temps, parce qu'il y a pas mal de joueurs réunionnais d'origine malgache qui s'est montré présents, qui s'est montré disponibles pour Madagascar. Comme ce sont des joueurs qui ne seront pas sélectionnables en France. Ils ont une nationalité, ils sont malgaches aussi en même temps. Et le coach et le capitaine ont fait ce travail-là, en fait, qui a permis à ces joueurs-là de venir renforcer la sélection. Ils sont des malgaches quand même aussi, comme s'ils sont originaires de Madagascar. Samy, c'est une équipe qui vous fait peur, Madagascar? Peur à moi. Qui fait peur au Maroc? Honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour Madagascar, je pense aussi que le fait que la Coupe d'Afrique soit ouverte à 24 équipes, ça favorise aussi le fait que des équipes dites plus petites, et puis il y a plus de chances, enfin, c'est mathématique, c'est logique, il y a plus de chances de participer à une CAN maintenant. Je ne pense pas que Madagascar vienne participer à cette compétition avec l'envie de la remporter tout de suite. Je pense qu'ils sont encore en phase d'apprentissage. Tout comme Solorina répondait, parce que là c'est inutile d'y aller alors. Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est juste je pense que M. Dupuis, même, il le sait très bien. Enfin, il y a aussi quand même une logique sportive qui est très souvent respectée. C'est très rare de voir un novice gagner tout de suite une compétition. Là, c'est un niveau que Madagascar n'a jamais pratiqué. Je pense que, aussi bien pour la Mauritanie, je pense que c'est des équipes qui découvrent une compétition. Ils ont beaucoup à apprendre, il faut engranger de l'expérience. Mais de là à dire que Madagascar est parmi les favoris de cette CAN, je pense que... Le Sénégal avait battu la France, souvenez-vous, au Japon, pour la Coupe du Monde. Ouais, mais c'était pas sur un match, ce qu'il disait, c'est que sur un match, il faut avoir des surprises, mais sur l'ensemble la durée d'une compétition, ça demande un peu d'expérience. Mais je ne suis pas tellement d'accord. Solorina, vous répondez à ces messieurs, parce que là, vous ne défendez pas votre équipe, là. Mais j'attends mon tour. Il a raison de penser à ça, mais c'est vrai, comme vous dites, c'est la première fois qu'on va y participer, mais on ne sera jamais le favori, ça c'est sûr. Et vous avez quand même Jérémy Morel qui va rejoindre l'équipe. Alors il y a la latéral de Lyon. Oui, mais il y a des éléments. Il y a aussi le gardien. Favorite. Mais ce que je peux vous dire est sûr que les joueurs vont se battre et vont mouiller le maillot sur le terrain, comme ils ont pu le faire, comme ils ont fait contre le Sénégal. J'ai regardé le match. Les mecs, ils étaient tous prêts à mourir sur le terrain. Mais j'espère que ce sera le cas aussi au Cameroun. On verra, on va entamer un par un les matchs.
Mais c'est justement ce qui... Alors en même temps, Georges, je vous interromps, nous allons voir le classement justement, et je vous laisse parler pour voir que le Sénégal et Madagascar sont leaders du groupe et sont quasiment qualifiés. Georges, allez-y. Voilà. Non, justement, ce qu'il a dit, c'est très important. Il a dit qu'ils étaient prêts à mourir. Jouer des phases de qualification et jouer une compétition, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on joue un match, on rentre à la maison, on se ressource et on repart. Moi, pour avoir accompagné des jeunes dans les compétitions internationales, le plus dur, c'est de garder la concentration pendant les 2, 3 semaines ou 1 mois de compétition. Et ça, c'est très compliqué. Le faire sur 1 match, 2 matchs, 3 matchs avec des interruptions, ça, c'est faisable. Mais rester concentré, et c'est pour ça qu'on voit même nos équipes africaines, quand ils viennent en Coupe du Monde, c'est un peu plus compliqué parce que l'influx nerveux n'est pas le même, le niveau de concentration requis n'est pas le même, et ce qui manque des fois à des équipes. Il y a le relâchement de la qualification aussi. Voilà, c'est un petit peu comme si c'était déjà acquis, quoi. C'est déjà acquis, effectivement. Être déjà là, c'est une première victoire. Exactement. Gagner 1-2 matchs, c'est parfait. On commence déjà à penser au retour au pays. On commence à avoir des échos de l'engouement qu'il y a au pays. On est pressé de rentrer et on se déconcentre. Ok. Regardez le classement, Sologina. Vous êtes à égalité avec le Sénégal. C'est très fort, ça. Oui, on n'a pas pensé à ça au début de l'éliminatoire, bien sûr. Mais bon, on est là. Comme je vous ai dit, il y avait quand même pas mal de travail qui était fait et ça a payé aujourd'hui. Vous connaissez Eric Abisandratana? Oui, bien sûr. C'est un Malgache et justement, il a joué avec le Paris Saint-Germain, avec Nancy, avec l'AEK Athènes. Écoutez ce qu'il nous dit par téléphone à propos de Madagascar. Moi, c'est une grande fierté. J'avoue que j'ai attendu ce moment pendant longtemps. J'ai vu que à chaque fois, il flirtait avec la 2e place. Et puis le fait de permettre au football africain d'avoir 2 équipes qui se qualifient par groupe, et forcément, ça allait donner une chance supplémentaire à Madagascar. Et de ce côté-là, ils ont continué à avoir des résultats réguliers. Et puis c'est arrivé cette année, mais c'était, je pense, une grande chose pour le pays et surtout une grande fierté pour le football malgache. Et puis il y a aussi le Maroc, Walid El Hacham. C'est bien ça? El Hacham, El Hacham, je prononce bien ou pas? Oui, El Hacham, mais bon, c'est pas grave. Okay. Tu fais un effort, c'est déjà ça. Eh bien, c'est bon. Eh bien, le Maroc aussi est là. Hein. Écoutez justement ce que dit ce jeune joueur du Maroc, le Maroc qui va jouer aussi sa qualification. Écoutez. Ouais, ils ont gagné le premier match contre les Comores, match aller, c'est une très bonne chose de fait. Après, c'était une très belle équipe des Comores et le match retour, c'est très difficile sur un terrain synthétique et dans des conditions assez difficiles. Mais bon, après, ça reste un bon match nul également et j'espère que la qualification sera là. Hein. Et je pense qu'il y aura moyen de faire de très bonnes choses pour la suite. Solarine, un tout dernier mot et Samy ensuite, et puis nous allons conclure cette 2e partie. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre équipe? Qu'est-ce que vous avez à rajouter sur les joueurs, peut-être éventuellement? Oui, on continue le travail. Comme vous savez très bien, d'ici quelques jours, on va jouer le match retour contre Soudan en domicile. Ils sont tous déjà là-bas, mais en espérant encore gagner pour rester bien dans le top. Comme il a dit tout à l'heure, qu'on a tendance à se relâcher des fois après une qualification comme ça. J'espère qu'ils vont continuer à travailler, les mecs avec le coach, bien sûr, et pour tenir cette lancée-là jusqu'à la CAN. Et puis faire surtout attention pour les téléspectateurs l'autre fois. Ils étaient là depuis 6 heures du matin, il n'y avait qu'une porte qui était entrouverte. Et puis, finalement, oui, c'est vrai qu'il y avait un petit souci d'organisation au niveau pendant ce match-là et ça a créé vraiment des gros soucis. Avec un mort, hein. Oui, il y avait un décès, oui. J'espère que ça va être... mais ce ne sera pas le même stade de toute façon parce que pour l'instant, on est sanctionné pour ce stade-là. Ça va se jouer dans un petit stade. Normalement, ce sera le stade qu'on a joué contre le Guinée. Ouais, ça a mis un petit mot rapide. Le Maroc qui sera au Cameroun ou pas? Oui, je pense. Il y a eu une belle sélection prise. Il y a le retour de Mehdi Benatia, le capitano. Renard l'a rappelé. Enfin, je pense que c'est plus le joueur qui a accepté de revenir. Le Maroc est motivé pour battre le Cameroun. Renard n'a jamais battu le Cameroun, que ce soit avec la Zambie ou la Côte d'Ivoire, ni même avec le Maroc. Donc ce serait une belle première pour le coach. Et je pense qu'au Maroc, le Cameroun sera bien reçu, même s'il est bien équipé. Ça risque de nous donner un beau match en tout cas. Voilà, en tout cas, j'ai vu lorsque vous disiez ça. Vous regardiez dans les yeux, je ne sais pas si c'est un défi que vous lui lancez, mais enfin, en tout cas, nous verrons. Fin de la 2e partie, à tout à l'heure pour la partie 3 et la fin de l'émission.